L'idée de cette présentation, c'est de présenter comment, de façon multidisciplinaire, en associant le laboratoire d'anatomopathologie et notamment Didier Monchy et le laboratoire de biochimie, on peut arriver à changer notre façon de prendre en charge le dépistage du cancer du col. Alors, le dépistage du cancer du col, vous savez, le cancer du col est avant tout associé à l'HPV. L'HPV, c'est une grande famille qui regroupe les HPV cutanés, notamment le 6 et le 11, l'HPV1 qui va donner les verrues cutanées classiques, et vous avez les HPV muqueux, et notamment les HPV qui vont être de bas risque, 6 et 11, qui vont donner les condylomes acuminés, et puis les HPV qui vont être oncogènes, et qui sont le 16, 18, 32, donc des HPV à haut risque, et quand ils sont liés à une infection au niveau du col, vont pouvoir développer par la suite des cancers du col. Alors, les transmissions au niveau de l'HPV cutané, au niveau des verrues, c'est essentiellement par contact direct, manuportage, ou par l'intermédiaire d'objets contaminés, le linge, le sol des piscines. L'HPV muqueux, lui, ça va être par contact direct, mais pas exclusivement, donc lors des rapports sexuels, bien sûr, mais l'infection du col est possible par l'HPV sans acte sexuel, par manuportage. Il y a aussi la transmission materno-fétale lors de l'accouchement, et donc la possibilité de la mère de transmettre l'HPV à son enfant avec des localisations que connaissent bien les ORL, notamment au niveau des cordes vocales. Il y a une particularité aussi qui est les immunodéprimés, notamment les gens dialysés, les HIV ou les personnes qui sont sous immunosuppresseurs, qui ont plus de risques d'avoir cette contamination par HPV. Et la grossesse aussi est un moment où l'infection à HPV va être plus présente. Alors l'histoire naturelle, c'est le fait que environ 80% des femmes dans les premiers rapports sexuels, dans les 2 premières années des rapports sexuels, vont être en contact avec l'HPV. Donc c'est extrêmement fréquent, la contamination des patientes par l'HPV au moment des premiers rapports sexuels. Donc plus de 80% des patientes vont être en contact avec ces HPV. Et on va faire une clairance virale, donc on va éliminer le virus grâce aux anticorps, et ça, c'est environ 90% des patientes qui vont pouvoir éliminer cet HPV. Et puis il y a 10% des HPV qui vont rester asymptomatiques au niveau du col et qui vont s'intégrer dans le génome des cellules du col pour donner des lésions précancéreuses. Et au bout de quelques années, si on ne fait rien, on peut voir se développer un cancer du col. Donc on a un cancer dont on connaît l'agent, puisque quand on fait des prélèvements au niveau de l'ADN des cancers du col, on retrouve à 100% des cas de l'HPV, et donc on sait que l'agent, c'est l'HPV, l'agent du cancer du col. C'est assez rare en oncologie d'avoir l'agent qui provoque le cancer. On a la possibilité, parce qu'on a une longue période dans l'évolution des lésions précancéreuses, de faire des tests de dépistage, et donc d'éviter de passer au stade de cancer. Et on a maintenant la possibilité de vacciner. C'est assez incroyable en matière d'oncologie d'avoir tous ces leviers pour pouvoir traiter un cancer. Malheureusement, on se rend compte que malgré tous les efforts, on a commencé ici à avoir une politique de dépistage du cancer du col dans les années 1996, où il y a eu une vraie démarche de dépistage, et on a vu diminuer
de moitié l'incidence des cancers du col. Mais depuis, malgré qu'on ait mis en place un dépistage systématique organisé, on reste avec une incidence de cancer du col qui reste de 20 à 25 cas par an, mais qui, au bout de 4-5 ans, vous voyez, fait une file d'attente, une file de suivi de patientes qui est relativement importante. On voit aussi sur cette diapo que la tranche d'âge qui va être touchée par l'infection HPV, ça va être surtout les 25, 30 ans, 35 ans. Et qu'après, pour développer le cancer, on est sur des tranches d'âge beaucoup plus élevées, après 40, 45 ans. Donc on a vraiment la possibilité de pouvoir traiter les lésions précancéreuses avant qu'on développe un cancer. Alors, les frottis sont classés suivant la classification de Bethesda, qui est une classification relativement ancienne, qui est de 2014. Premièrement, on s'attache à la qualité du prélèvement. Et sur vos frottis, vous avez satisfaisant pour l'évaluation ou non satisfaisant. Et la raison, en général, est marquée dans le résultat du frottis. Vous avez après vos résultats qui montrent une absence de lésions malpighiennes ou des frottis inflammatoires, mais qui sont quand même interprétables. Les frottis inflammatoires, ça va être à peu près 30% de l'ensemble des frottis. Ça ne veut pas dire que c'est un frottis qui est anormal, puisque si on vous mettait qu'il était non satisfaisant dans le cadre d'un inflammatoire, là, il faudrait le refaire. Mais en général, on vous met frottis inflammatoire interprétable, et donc vous pouvez vous contenter du résultat. Le souci que l'on a après, c'est on a un certain nombre de patientes dont le frottis va montrer des atypies de cellules malpighiennes, mais qu'on a des difficultés de classer, qui sont de signification indéterminée, les ascus, ou qui laissent présager qu'il peut y avoir une lésion de haut grade. Et puis après, on a vraiment les lésions précancéreuses, qui sont les lésions de bas grade et les lésions de haut grade, où ont été regroupées dans cette classification les CIN2 et les CIN3. Et au niveau des cellules glandulaires, on a aussi des atypies des cellules glandulaires non classables et des atypies de cellules glandulaires qui sont en faveur d'un cancer. Alors, pour faire le frottis, on a la cytologie conventionnelle que vous connaissez toutes. C'est avant tout faire un prélèvement au niveau de la zone de jonction. Pourquoi ? Parce que c'est ici, au niveau de la zone de jonction, qui est une zone qui n'arrête pas de se modifier au cours de l'activité génitale des femmes. On peut avoir une zone de jonction qui est très visible sur l'exocole ou présente dans l'endocole en fonction de l'imprégnation œstrogénique. Et pourquoi c'est au niveau de la ligne de jonction que les choses se passent? C'est que comme c'est un front où il y a des cellules jeunes qui sont constamment en train de coloniser les cellules glandulaires, eh bien, ces cellules jeunes sont plus à même d'intégrer dans leur génome l'HPV. Et c'est pourquoi le cancer du col va toujours se développer au niveau de cette zone de jonction. Alors, le prélèvement, il peut se faire soit par spatule, soit par cytobrosse. Je vous engage à utiliser que la cytobrosse, parce que les spatules en bois absorbent toute la phase liquide et vous allez avoir beaucoup plus de frottis qui vont être paucicellulaires, voire acellulaires, et donc non interprétables. Alors, l'idée, c'est de passer, comme en métropole, à la phase liquide, en monocouche, de prélever toujours au niveau de la zone de jonction et de pouvoir réaliser une cytologie en monocouche, mais aussi de pouvoir d'emblée faire une recherche d'HPV. Alors, quand on compare les deux méthodes, la méthode conventionnelle ou la phase liquide, on voit que la méthode conventionnelle est assez spécifique. Donc, quand on a une lésion, on a vraiment une lésion. Mais elle est peu sensible. Et par méthode conventionnelle, on a beaucoup plus de frottis qui vont être non classés, d'ascus, c'est-à-dire des frottis où il va y avoir des atypies, mais on ne peut pas les classer.
Et donc, il va falloir, dans les nouvelles recommandations, reconvoquer les patientes pour faire un test HPV. Il y a aussi une fréquence beaucoup plus élevée des frottis ininterprétables. Alors, les frottis ininterprétables, ils peuvent être liés tout simplement parce qu'il y a une infection génitale en cours. Et ici, c'est beaucoup plus fréquent qu'en métropole, qu'il y ait des infections génitales basses. Et donc, qui vont augmenter le taux d'ininterprétables. Mais il y a aussi effectivement les frottis qui vont être acellulaires ou les frottis qui vont être trop hémorragiques qui posent des questions. En phase liquide, on a beaucoup moins d'ininterprétables. Deuxième intérêt, c'est qu'en phase liquide, on peut faire le test HPV, qu'on peut déclencher d'emblée ou secondairement. Il y a une meilleure sensibilité, donc on va beaucoup plus dépister de patientes potentiellement avec un risque de lésion précancéreuse. On a une moins bonne spécificité en dessous de 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a des infections d'HPV transitoires où les gens sont en train de faire, où les patientes sont en train de faire leur propre clairance virale et il faut laisser le temps qu'elles fabriquent leurs anticorps pour se débarrasser du virus. Mais par contre, on a une combinaison cytologique et virologique qui est d'excellente sensibilité. Alors pour reprendre les chiffres des résultats du frottis et les comparer un petit peu sur des chiffres qui sont un peu anciens en Australie et en France, je pense que maintenant qu'en France, ils sont sur la phase liquide, les résultats sont meilleurs. Mais vous voyez qu'il y a à peu près 2% d'ascus dans nos populations. Par contre, on a un taux d'ininterprétable qui est quand même relativement important et qui est de 10%, ce qui est un taux relativement élevé et qu'il faudrait absolument faire baisser parce que quand on a un frottis ininterprétable, on a déjà fait comme patiente la démarche d'aller faire le frottis, mais je ne suis pas sûr qu'on revienne, malgré les relances, venir faire un deuxième frottis pour qu'il soit cette fois-ci interprétable. Quand on pose les questions d'ailleurs aux patientes, beaucoup de patientes ne connaissent pas leurs résultats du frottis. Pensent que si on ne les a pas rappelés, c'est que le frottis est normal. Donc, actuellement, si vous voulez, si on suit les recommandations de 2017, quand on a un frottis avec des atypies non classées, ascus avant et après 30 ans, on fait un test HPV. On fait pareil pour les atypies glandulaires, en dessous de 45 ans, on fait un test HPV. Et on déclenche directement une colposcopie avec biopsie si on a un ascus avec test HPV positif ou si on a un AGC ou une lésion de bas grade ou de haut grade ou un ASCASH. La colposcopie, c'est un examen simplement, c'est un fort grossissement du col et on met des produits pour essayer de mieux voir la ligne de jonction. Ici, on voit qu'on a une acidophilie marquée sur de l'épithélium malpigien. Il n'y a pas de raison qu'il y ait cette acidophilie marquée. Et donc, on va faire nos biopsies sur cette anomalie visible à la colposcopie. Pour le test HPV, comment ça se fait en pratique ? Eh bien, le kit de prélèvement est fourni par le laboratoire. C'est un balai, comme quoi, pour vous montrer que franchement, il ne faut plus utiliser les spatules d'air. C'est que même pour la cytologie monocouche, on utilise ces balais ou ces screenettes. Vous frottez au niveau du col en essayant de balayer au maximum sur la ligne de jonction si elle est visible et vous mettez dans la phase liquide. En fait, vous répandez les cellules dans cette phase liquide. Le laboratoire au CHT est capable donc de réaliser ces tests depuis 2018. Vous voyez qu'on a une proportion de 16-18 qui sont plutôt les virus oncogènes d'ailleurs qui font l'objet d'une valence sur le vaccin.
la présence, là, dans l'incidence, elle est relativement faible. On voit qu'il y a d'autres types de virus, et ça explique pourquoi les laboratoires se sont acharnés à faire des vaccins qui intègrent d'autres valences. Là, sur les résultats, on voit qu'il y a eu 250 environ HPV réalisés. On a 70% des tests qui sont négatifs. Donc, c'est des patientes le plus souvent qui avaient un frottis avec des cellules atypiques. On leur fait le test HPV et dans 70% des cas, le test est négatif et donc les examens peuvent s'arrêter là. Mais il a fallu que la patiente revienne pour faire ce test HPV. Or que dans la monocouche, comme vous allez le voir sur les nouveaux protocoles, on peut le faire d'emblée. Les prélèvements viennent aussi bien de Wallis et Futuna que du CHN, que du CHT. Il y a beaucoup de tests qui sont demandés sans que les indications soient communiquées. Alors, on espère qu'on reste dans les indications, mais il y a quand même beaucoup de tests qui sont faits sans qu'on sache l'indication. En général, c'est quand même les excuses qui prédominent. Le vaccin, lui, vous voyez, avant, sur les valences, le Gardasil avait 4 valences, le 6 et le 11 pour les condylomes acuminés, qui sont des HPV bas risque, et les oncogènes, on avait le 16-18. Ça permettait de protéger de 70% des cancers du col. Maintenant, avec le nonavalent, on associe plusieurs valences et on va être à 90% de protection avec le vaccin. L'HAS 2019, les recommandations, ça serait femmes inférieures à 30 ans, compte tenu de l'infection HPV qui est beaucoup plus fréquente, c'est de ne pas réaliser l'HPV en premier, mais réaliser en monocouche le frottis. Et si on a un ascus, de déclencher directement le test HPV réflexe, puisqu'on a déjà dans le liquide la possibilité de faire l'HPV. Donc, ça évite aux patientes de revenir une deuxième fois pour faire le prélèvement HPV. Pour les femmes de 30 ans à 65 ans, on fait par la phase liquide le test HPV en premier, et si le résultat est négatif, on ne refait un contrôle que 5 ans plus tard. Donc ça allège beaucoup le dépistage. Si le test HPV est positif, là aussi, on déclenche le test réflexe de cytologie, et soit on a un ascus et on va vers la colposcopie, soit on a un résultat négatif et à ce moment-là, on refera un test HPV qu'un an plus tard, avec un résultat négatif qui pourra nous ramener à un nouveau contrôle qu'à 5 ans, et si le résultat est positif, là, on fera une colposcopie. Donc au total, si on passe en monocouche et si on change un peu la façon de raisonner en termes de dépistage, on aura au total moins d'ascus, moins de frottis ininterprétables, moins de colposcopie, moins de biopsies inutiles, moins de déplacements des patientes sur Nouméa pour réaliser les colposcopies et ou les deuxièmes prélèvements. Pour les femmes entre 30 et 65 ans, ça fait un test HPV tous les 5 ans. Donc, on n'est plus à tous les 3 ans, mais tous les 5 ans, donc c'est quand même appréciable. Et il y a un élément fort, c'est que le résultat HPV, actuellement, on peut l'avoir en 24 heures. Donc, on peut lever l'anxiété des patientes rapidement avec un test HPV qu'on va avoir en 24 heures. Donc, probablement que l'avenir, c'est de passer en monocouche et de faire, en dessous de 30 ans, en premier une cytologie avec un test HPV réflexe, s'il le faut, et à l'inverse, un test HPV entre 30 et 65 ans en première intention avec une cytologie réflexe s'il y a besoin. Je vous remercie.